comment tu as vécu ça, le confinement, lorsque tout est arrêté? Ah ben moi, écoute, j'étais en semaine de relâche quand l'OMS là, a déclaré la pandémie. Donc, j'étais en train de planifier la suite de ma session, mais tu sais, c'était une semaine plutôt tranquille. Puis, fait qu'au début, tu sais, il avait annoncé pour 2 semaines. Fait que pour moi, tu sais, c'était comme une espèce de prolongement de ma relâche, mais bien sûr, j'avais le sentiment que ça n'allait pas rester comme ça. Mais puis surtout pendant justement ces 2 premières semaines-là, c'était plutôt calme de mon côté. Puis en plus, c'est que j'étais en processus de déménagement. Là, je suis dans mon nouveau logement, mais j'avais Oh! déjà un déménagement de prévu. Il fallait juste que. En fait, il restait Pendant la encore. semaine de relâche que c'était prévu? Non, c'était prévu pour le 12 avril. OK. Euh, mais il nous restait quand même à passer chez le notaire. Puis ils ont fermé tout, ils ont décrété l'état d'urgence sanitaire, là, où est-ce que tout était fermé sauf les services essentiels, euh, quelques jours avant que je doive passer chez le notaire. Puis au début, les notaires n'étaient pas inclus là-dedans. Fait que ça a été vraiment, là, euh, euh, Oh. vraiment une série d'angoisses, mais pas liées à autre chose, justement, que le processus d'achat puis le déménagement qui s'en venait. Bon. Mais finalement, on a réussi à faire ce qu'on avait à faire, là, mais pour moi, le stress était lié à ça. Puis, en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés pendant la période de confinement, un peu pris tout seuls chez eux, à tourner un peu en rond. Oui, à un moment donné, Netflix puis YouTube, on a fait le tour, ou Ouais. en tout cas, on est tanné. Mais moi, de mon côté, il fallait que je prépare comme un aménagement, que je fasse de la peinture, que tout ça. Fait que j'ai été chanceux dans tout ça, tu sais, que j'avais déjà un projet qui me demandait de sortir de chez moi. Bon, je déménageais à quelques coins de rue, fait que c'était pas bien dangereux, OK. mais c'était ça. Donc, là-dessus, ça a été correct. Puis une fois passé le déménagement, ben, tu sais, aménager dans une nouvelle place, ça prend du temps. Là, ça commence à ressembler à quelque chose, là. Mais c'est ça essentiellement qui m'a occupé. Je me sens quand même chanceux dans tout ça, honnêtement. Puis, est-ce que tu as eu un retour au travail déjà ou est-ce que tu faisais l'enseignement à distance? Parce que Ouais, tu es professeur, donc après la semaine de relâche, ouais, combiner c'est les deux. ça. Ben, écoute, il n'y a pas eu de retour encore au cégep parce que les cégeps, en fait, le gouvernement a décidé qu'ils seraient fermés jusqu'au moins à la rentrée prochaine C'est en vrai, hein? janvier. Excuse-moi, parce que même donc les cégeps, c'est pas comme l'université, il n'y a pas de cours en ligne non plus, là. Euh, c'est bien compliqué. Tout est OK. bien compliqué. En fait, chaque cégep a eu son propre plan de reprise et tout ça. Moi, où j'enseigne au cégep de Saint-Jérôme, pendant les 2 premières semaines qui ont suivi là, justement l'état d'urgence sanitaire, il n'y a rien qui s'est passé. Et début avril, on recommençait les cours. Ce qui fait que, grosso modo, pour ce qui est des dates de la session, ça a été un peu décalé. Mais puis j'ai dû, bon, bien sûr, adapter mon enseignement. Ça, j'ai fait des capsules vidéo, un peu plus de programmes de lecture. J'en voyais aussi des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube qui me semblaient intéressantes. Ça, j'ai fait une espèce de format hybride. Et ce qui fait que là, la session s'est terminée, disons, de façon plutôt correcte. Mais en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'à mon cégep, puis ça a été le cas, je pense, un peu partout. Ils ont permis aux étudiantes et aux étudiants d'abandonner le cours. Bien sûr, on était après la date limite, là, et donc de demander la mention incomplet sans raison particulière, ce qui est tout à fait juste. Mais en plus, les cours, les notes ne comptent pas dans le calcul de la cotère pour cette session-ci. Fait Hmm. que là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu d'abord, bon, il y a eu beaucoup de personnes qui ont lâché le cours. Et au début, je trouvais la qualité des travaux vraiment très bonne, mais plus on a avancé, on a senti que le fait que la cotère n'était pas calculée a un peu soulagé certaines personnes d'une pression qui se serait mise euh, dans la qualité de leurs travaux. Par contre, j'ai quand même eu d'excellents travaux, puis il y a beaucoup de gens qui ont réussi justement à faire des parallèles avec la situation actuelle et les sujets du cours, quand même, quand on parle de Platon puis de la Grèce antique, les liens avec le présent ne sont pas toujours évidents, mais il y en a, sans que moi-même j'en ai parlé, qui ont fait des liens qui étaient tout à fait pertinents. Donc, pour ceux et celles qui sont restés dans le cours, je pense que ça a été quand même bien de manière générale. Oui, parce qu'en même temps, c'est ça, c'est une occasion quand même d'approfondir un peu cette philosophie-là. Puis on vit un moment historique, donc Mm. ça vaut la peine pour ceux qui s'y intéressent de l'approfondir aussi.
Oui, puis en plus, là, je vais donner un cours d'été, mais là, entièrement en ligne, en intensif. OK? Puis là, en tout cas, je suis encore en train de trouver une façon dont je vais pouvoir rimer ça un peu avec les circonstances actuelles, mais disons que c'est sûr que comme, euh, comme prof, moi, j'ai un intérêt aussi à montrer l'actualité, même si c'est des choses qui ont été écrites il y a plusieurs siècles. Là, tu sais, il y a quand même de quoi qui nous donne à penser, puis c'est pas pour rien qu'on l'enseigne aujourd'hui. Là, tu sais. Et aujourd'hui, justement, est-ce que tu vois ça comme en tant que je trouve que la philosophie et l'histoire vont tous se rattachent. Hein. Est-ce Mhm. que est-ce que tu es fier de la réaction de la société? Comment est-ce que tu vois? Est-ce que tu penses que on, on innove dans un sens qui se démarque, qui t'impressionne, qui peut Tu se parles de la développer en société tant que québécoise ou de manière générale dans le monde? Pardon? Tu parles de la société québécoise ou de manière générale dans le monde? On va commencer par. C'est une bonne question. Je commencerai par la société québécoise parce que j'imagine dans le général dans le monde, peut-être qu'on commence par la Chine. Mais par rapport ici au Québec, comment est-ce que tu vois ça? Ben, tu Puis je pour me moi, tout. permets de dire qu'en même temps, on fait une conversation, qu'on n'est pas dans la critique, qu'on est vraiment entre humains qui discutent, Ouais. non partisans, puis de peut-être dire ce qu'on pense. Là. Ouais, ouais. Ben, écoute, moi, comme pour la plupart des événements historiques, j'ai de la difficulté à en tirer des bilans absolument positifs, absolument négatifs. Là, tu sais, pour moi, il y a. Bon, est-ce que je suis fier de la façon dont le Québec a réagi? J'ai beaucoup discuté avec le sentiment de fierté de manière générale, mais je dirais que, tu sais, bon, il y a des chiffres là, sur la contamination et tout ça, puis sur le nombre de personnes décédées et tout ça. Bon, je pense qu'en ce moment, on réagit beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'au Québec, c'est pire qu'ailleurs. Moi, j'ai l'impression qu'au Québec, on est plus, on est plus conservateur dans la façon de compter les morts, c'est-à-dire et les cas d'infection, tout ce qui est soupçonné est compté dans les statistiques officielles, puis ça gonfle les chiffres, puis on a l'impression d'être pire qu'ailleurs, alors que j'ai l'impression que dans d'autres endroits, il y a certains chiffres qui ne sont pas tenus en compte, et ce qui fait que leur bilan apparaît plus reluisant que ce qui est réellement. Donc, sur cet aspect-là des choses, moi, je vais attendre avant de me prononcer sur comment, comme société, qu'on a performé dans notre confinement, puis euh, dans notre façon de limiter la propagation de la maladie. Euh, Par contre, moi, ce dont je ne suis pas fier au Québec, c'est la façon dont, durant les 30 dernières années, on a structuré le système de santé, la façon dont on a définancé la santé publique, ce qui fait que quand c'est venu le temps d'une crise, celle-ci, ben, on s'est retrouvé un peu les culottes à terre. Pendant longtemps, on a élu des gouvernements qui nous disaient qu'il fallait à tout prix atteindre l'équilibre budgétaire, qu'il fallait faire des sacrifices, tout ça, mais qu'il n'allait pas avoir d'impact, bien sûr, sur le quotidien. Bon, peut-être sur le quotidien de beaucoup de gens, il n'y a pas eu d'impact, mais quand on se ramasse en situation de crise puis que le système hospitalier est pris à la gorge, mais c'est là qu'on se rend compte que ben, peut-être qu'on n'aurait pas dû couper. C'est facile de dire on peut couper quand les choses sont dans la normale, mais il y a certaines choses comme la santé publique qui sont en place, notamment pour des périodes de crise. C'est comme dire, je ne vais pas payer, bon, c'est une drôle d'analogie, mais c'est comme dire, je ne vais pas payer pour un sac gonflable dans mon char parce que je n'ai pas d'accident. Oui, mais c'est le jour où tu vas avoir un accident que ton sac gonflable, tu vas être content de l'avoir et d'avoir payé pour. T'sais. Donc, moi, ce dont je ne suis pas fier, c'est la façon justement dont on a traité nos services publics et en premier lieu le système de santé, mais il y a aussi beaucoup de choses en éducation, beaucoup de problèmes en ce moment qui font surface par un manque de personnel, déjà qui était criant avant la crise, mais là, en plus, avec la pression qui est mise sur les professeurs, c'est très difficile, surtout au primaire secondaire. Mais en même temps, d'un autre côté, je pense que l'expérience est très intéressante. La pandémie, pour les gens qui ont justement le privilège, disons ça comme ça, de ne pas avoir une santé fragile, de ne pas avoir des proches dans des CHSLD où est-ce qu'il y a eu des crises. Pour les gens qui sont dans une situation comme ça, comme moi, ou peu importe, il y a quand même un apprentissage qu'on fait là-dedans. T'sais. J'ai discuté avec beaucoup de gens quand même qui se rendraient compte, par exemple, de toute cette pression qu'on se met au quotidien pour, ça c'est vrai particulièrement pour les femmes, là, c'est une femme qui me témoignait de ça, pour l'apparence, là, le temps qu'on investit à chaque jour, par exemple, pour le maquillage et tout ça. Puis Oui. là, ben, on se retrouve chez nous, puis on travaille de la maison, puis on n'a plus besoin de se mettre cette pression-là. Puis, ah, tiens,
sais, je me sens un peu plus légère, là, qu'elle me disait. Tu sais. Mais ce genre de choses-là, en fait, toute cette réflexion sur la notion d'essentiel puis de non essentiel dans nos vies, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine? Puis dans nos vies individuelles, mais aussi, encore une fois, je ramène ça à la société. C'est-à-dire, on a négligé pendant très longtemps certaines catégories de personnel, justement, dans le système de santé, les préposés aux bénéficiaires, par exemple. Euh, Pendant longtemps, bien, parce que c'est un métier qui ne demande pas beaucoup d'études et tout ça, qui n'est pas valorisé, mais on se rend compte que c'est pas parce que c'est pas payé cher que c'est pas important. Puis en effet, la caissière à l'épicerie fait peut-être le salaire minimum, mais elle est pas mal plus importante en temps de pandémie que beaucoup de gens qui travaillent dans des tours au centre-ville. Donc, oui. Mais est-ce que tu penses qu'en même temps, on prend conscience, mais dans cette réouverture de l'économie, est-ce que tu penses qu'on va pas justement rater cette chance-là de non seulement prendre conscience, mais d'appliquer? Parce que tu sais, quand tu parles de la personne qui dit, ben, mon apparence, finalement, je me rends compte que je me prépare moins. Moi, j'ai un de mes amis dans le même sens, des choses qui étaient plus importantes. Il dit, avant, j'avais pas le temps de manger à table avec mes filles et de jouer au basketball après le souper. Là, il dit, je suis pas sûr si tout le monde va pouvoir retourner dans ce rythme-là effréné. Fait que est-ce que tu penses que, ou comment on va pouvoir faire en sorte que la société va faire en sorte qu'on va pouvoir revenir vers ces valeurs-là? Et quand tu parles des petits travailleurs, on réouvre l'économie et là, les syndicats parlent, mais inévitablement, les gens vont continuer à aller dans les épiceries, les caissiers vont être là. Fait que, est-ce que tu penses qu'on va avoir l'occasion et comment faire pour prendre cette pause-là puis prendre conscience et agir? C'est une méga question. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de retour à comme c'était avant. Peu importe le domaine, il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouvera pas exactement comme elles étaient. Okay. Pour le meilleur et pour le pire. Hein. Mais pour ce qui est de justement cette prise de conscience-là, par rapport aux gens qui sont plus essentiels dans le fonctionnement de la société et de l'économie et tout ça. Mais j'ai tendance à être un optimiste de nature. T'sais. Je pense que là, le gouvernement est dans une grande campagne pour l'embauche de 10 000 préposés aux bénéficiaires. Puis, la crise des CHSLD, le manque de personnel comme ça, puis tout ça, ça laisse une trace. Puis surtout que là, on n'a pas encore de vaccin pour la COVID. Il va peut-être avoir une deuxième, une troisième vague et des reconfinements, déconfinements, reconfinements, etc. Donc, on est, c'est pas quelque chose dont on va sortir, dont on va être sorti là, à court, moyen terme. Puis juste le fait d'avoir traversé cette période-là, ça laisse une marque. Il y a un avant, il y a un après. Comme peu d'événements, comme on a vu, là, pensons dans les 30 dernières années, à part le 11 septembre 2001 puis la chute du mur de Berlin, il n'y a pas beaucoup d'événements de cette ampleur-là qu'on a vu. Et donc, je pense que les gens vont quand même s'en rappeler. Après ça, on a la mémoire courte comme société, puis une fois qu'on va être retourné à quelque chose, une fois qu'on va avoir un vaccin ou en tout cas quelque chose comme ça, beaucoup de gens seraient tentés de retourner dans des habitudes. Je pense que il y a un apprentissage qu'on est en train de faire malgré tout. Puis ça laisse une trace. Encore une fois, je pense qu'il est encore un peu tôt pour que je puisse dire voici ce qui va rester, voici ce qui ne restera pas. Mais j'aime bien la deuxième partie de ta question. Comment est-ce qu'on va le faire? C'est comment de mettre une application, là? Mais je pense que ce qu'on est en train de faire là, parler aux gens, rappeler ce genre de leçons-là, que ce soit comme individu, que ce soit comme personnes qui ont des tribunes, comme professeurs. Mais je pense qu'éventuellement, il y a aussi les partis politiques vont devoir se saisir de cette question-là. Les syndicats en font partie. Je pense que la responsabilité est partagée. Le comment, je pense c'est des questions qui se règlent au niveau collectif, donc ça va être des acteurs et actrices de niveau collectif qu'il va falloir qu'ils prennent la balle au bon. J'ai confiance que les partis politiques, en tout cas ceux qui ont le plus à cœur le bien-être de la société, vont le faire. Puis, je pense que ça va être le cas. Encore une fois, je suis un optimiste. Mais je pense que la voie politique est la plus porteuse, la plus féconde là, pour, disons, cimenter certains de nos acquis. Si on peut retirer quelque chose de positif là-dedans, je pense que c'est par la voie politique, notamment, en tout cas au niveau sociétal, là, qu'on va pouvoir cimenter ça. J'aime ça. Mais il faut rester optimiste dans tout ça. Puis moi, je pense que c'est la clé. Moi, je suis d'accord avec toi. On est dans une période d'apprentissage.
Puis peut-être c'est là qu'il faut rester optimiste, de dire, ben au moins présentement, on apprend, on tourne pas le dos à la réalité. Mm. Donc, c'est peut-être ça déjà le plus optimiste. Puis j'avais parlé tout à l'heure, j'avais vu un texte que tu avais beaucoup aimé. Je m'excuse, j'ai complètement un blanc de mémoire sur. Ah, ben, je l'ai retrouvé, en fait. Ok, cool. Je l'ai retrouvé, ça vient de La valse aux adieux, le roman de Milan Kundera. Ouais. Et euh, il dit que le désir d'ordre veut transformer le monde humain en un règne inorganique où tout marche, tout fonctionne, tout est assujetti à une impersonnelle volonté. Le désir d'ordre est en même temps désir de mort, parce que la vie est perpétuelle violation de l'ordre. Ou, inversement, le désir d'ordre est le prétexte vertueux par lequel la haine de l'homme pour l'homme justifie ses forfaits. J'aimais beaucoup ce texte-là, puis je trouvais que je ne pouvais pas m'empêcher de l'aborder avec toi parce que en tant que philosophe, avec tout ce qu'on vit, mais il y a ça aussi, hein, moi je pense qu'on est quand même chanceux au Québec, il y a pas, tu parlais tout à l'heure si ma position était par rapport au Québec ou à l'international. Si on parle de l'international, comment tu vois ça? Cette façon de vouloir maintenant protéger les peuples, il y a des gouvernements qui vont mettre un peu leur désir d'ordre à profit, peut-être plus négatif sur leur besoin de soumettre certains peuples. Puis je me permets aussi de faire un ricochet inévitable par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis avec la situation de George, la situation des policiers. J'ai vu aussi là, sur Facebook, tu as quand même mis des textes assez clairs et poignants, vraiment longs. J'ai l'impression qu'on est aussi dans cette situation-là dans la société où il y a beaucoup d'autorités présentement qui jouent avec ça. Comment tu le vois tout en restant optimiste? C'est quoi tes inquiétudes ou ta perception de tout ce qui se passe versus ça? C'est clair, les systèmes de contrôle ne vont jamais se contenter de leur petit carré de sable pour lequel ils ont été prévus. Il y a toujours une tendance au débordement. Comme toute bureaucratie aussi tend à devenir de plus en plus grosse, ben, je pense que les systèmes de contrôle sont des bureaucraties avec des guns, là, grosso modo. Mais c'est sûr qu'en plus, dans un moment où, pour des raisons humanitaires, la population, en tout cas la majorité de la population dans la plupart des pays touchés, hein, comprend la nécessité de se mettre des limites qu'on ne se met pas d'habitude. Hein. Mais bien sûr, dans un contexte de régime totalitaire ou de régime politique où il y a des personnes à tendance autoritaire qui sont au pouvoir, pensons aux États-Unis sous Trump, ben, c'est sûr qu'il y a toujours ce risque que, profitant de cette vulnérabilité, hein, parce que c'est de la vulnérabilité, on est tous chez nous, mis en case et tout ça, on est beaucoup plus facilement contrôlable. On est avec déjà un ennemi qui est invisible aussi. Ben, c'est ça, en plus. Puis là, on pourrait parler également de tout ce qui va être contrôle biométrique, contrôle. Déjà, on fait des scans de température corporelle à l'entrée de différents édifices ou services et tout ça. Et ce genre de dispositif-là pourrait être pérennisé. Comme après les attentats du 11 septembre 2001, on a soumis le transport aérien à toutes sortes de nouvelles normes, mais également aux États-Unis, il y a eu le Patriot Act qui donnait énormément de pouvoir aux services de renseignement pour espionner les citoyens. Ben, ici, on est dans une situation analogue. Donc, en effet, aux États-Unis, en Chine, on le voit à Hong Kong là, et dans d'autres endroits encore, il y a je pense que c'est le ministre de l'Environnement de l'Alberta qui disait c'est le temps de construire des pipelines parce que les gens ne peuvent pas manifester. Oui, j'ai entendu. Donc, ça montre qu'en ce moment, les mouvements sociaux sont un peu coincés, mais quand survient quelque chose d'outrageux, d'absolument inacceptable, ben, il y a des gens qui font la balance entre contrevenir aux normes sanitaires et manifester d'un autre côté ou en tout cas combattre ce qu'il y a à combattre. L'exemple des manifestations aux États-Unis après la mort de George Floyd, en fait l'assassinat de George Floyd, je devrais dire, c'est un exemple parfait. T'sais. Beaucoup de gens qui disent « Ah, mais les manifestations, ça peut répandre la COVID. » Certainement, c'est sûr. Mais c'est quoi le coût pour les gens qui sont en train de manifester? Parce que c'est des manifestations qui témoignent d'une souffrance qui est
qui est incrusté au sein même de leur existence. Fait que de mourir de la COVID ou de risquer peut-être la mort par la COVID versus mourir sous les balles de policiers ou sous les genoux de policiers, je veux dire, ça revient... Le calcul n'est pas trop, est pas trop difficile à faire. Je veux dire, si en ne respectant pas certaines normes sanitaires, on peut quand même manifester contre un système qui nous oppresse depuis encore plus longtemps, bien, il y a des gens qui vont faire ce choix-là, puis on peut pas vraiment leur reprocher. Moi, je pense que ce qu'on voit se passer aux États-Unis en ce moment, c'est autre chose d'historique, puis peut-être que la pandémie et le confinement vient alimenter aussi le sentiment que les gens ont d'être étouffés, en plus. Mais c'était quelque chose qui se préparait depuis longtemps. On l'avait vu à Saint-Louis il y a quelques années, on l'avait vu à Los Angeles en 92, mais je veux dire, il y a toute une histoire récente là, des grandes manifestations contre des abus policiers et contre le racisme de manière générale aux États-Unis. Mais là, avec la COVID, la population afro-américaine a été sévèrement touchée à New York. En plus, je veux dire, on a là des ingrédients parfaits pour... On a déjà, juste avec ça, un cocktail parfait. Puis de l'autre côté, ben, les suprémacistes blancs qui s'activent parce qu'ils sentent que Trump est de leur bord. Puis on est dans quelque chose de particulier. Puis, tu sais, puis on peut ramener ça à la question du désir d'ordre, de contrôle là, dont il était question justement dans la citation de Kundera. Je pense qu'il y a la vie est désordre. La vie, il y a quelque chose de débordant là-dedans. Puis il y a des gens qui sont dans des situations privilégiées aux États-Unis et qui veulent garder un contrôle sur l'existence. Et le racisme, c'est aussi une façon d'assurer le contrôle, ou justement de mettre certaines personnes dans une catégorie, de leur autoriser certaines choses, leur interdire et de les obliger à faire d'autres choses. Et comme ça, moi, comme personne qui n'est pas victime de ce système-là, j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur une dimension de l'existence. Et donc, la souffrance que moi je vis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dont le racisme est aussi... c'est pas, ils se lèvent un jour en se disant « je vais être raciste », c'est qu'il y a aussi quelque chose là qui les prédétermine et qui ils souffrent. Puis une des façons d'exprimer ou de vivre avec cette souffrance-là, c'est de la transférer sur un autre groupe. Et ce désir de contrôle-là, pour moi, ce désir de mort, parce que oui, il y a un désir de mort, mais pour moi, c'est justement ça vient d'une souffrance qui est profonde. Et quand on voit après ça, justement, des gens sortir dans la rue, manifester contre cet état inacceptable-là, bien là, c'est la vie, justement, qui essaie de reprendre ses droits. Quelque chose d'émouvant là-dedans. Puis moi, justement, après ça, des gens qui viennent dire « oui, mais c'est pas sanitairement responsable de faire de telles choses. » Oui, mais comme je le disais tantôt, on ne peut pas le reprocher. Puis justement, cette réaction-là, c'est une autre envie de contrôle, j'ai l'impression. Le temps passe vite, c'est tellement intéressant. Puis je me permets quand même de faire je me permets quand même de poser la question parce que moi, j'en ai subi du profilage racial à Montréal. Puis j'étais vraiment très surpris quand ça m'est arrivé. J'étais avec un ami qui était blanc. La police m'a juste comme contrôlé. On était dans un quartier seul, puis il me demandait mon nom. Il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un qui pensait que moi, j'étais son frère jumeau. Là, j'ai dit, alors qui est monsieur, là, à la distance que vous êtes, pour pas vous trouver une autre raison pour dire que vous m'avez interpellé, là. Puis, je me demandais comment tu vois ça, justement. Tu dis, ben, oui, il y a des raisons sanitaires, mais là, il faut sortir. Et en même temps, j'irais à dire, il y a eu, j'ai envie de dire, un assassinat, une mort à cause qu'il a mis son genou sur son cou. Alors, tu te dis, mais il va falloir quoi pour dire aux gens, tu sais, les gens débordent, mais de dire, oui, mais ne débordez pas trop. Comme là, on leur a dit, oui, il y a un déconfinement sanitaire qui peut être fait parce que ça demande une urgence. Mais au même titre, je me dis, on essaie toujours de calmer les gens. J'ai l'impression on remet de plus en plus le couvert qu'un jour, ça va exploser. Et comment est-ce que tu vois que ce contrôle-là, ça, c'est fait ou est possible? Est-ce que philosophiquement parlant, tu penses que les gens, ce serait sain
est-ce que c'est plus sain de justement calmer ou d'exploser? Comment tu vois ça? Aïe. Une autre grosse Sans se question. mettre dans le pétrin de dire qu'on est la violence, puis c'est vrai que là, on n'a pas beaucoup de temps, mais Oui, t'as-tu 2 heures, tu sais? c'est ça. Mais tu sais, pour moi, il n'y a pas d'absolu dans cette question-là. Mais je veux dire, Parce mais que je je pense que m'excuse, l'image que le frère de Georges prenait la paix, puis je suis d'accord avec ça qu'il faut avancer par l'éducation, puis prouver qu'on fait partie de la société, puis qu'on influence à l'interne en politique. Mais j'ai l'impression qu'il y a un chaudron qui va exploser, puis je sais pas si c'est sain de toujours mettre le couvercle par-dessus. Ben oui, c'est ça. Puis je pense que l'image que tu utilises est bonne. Tu sais, on essaie de mettre le couvercle sur un chaudron, mais il y a toujours de la chaleur en dessous. Tu sais. Puis, tu sais, on peut ouvrir le couvercle une fois de temps en temps, tu sais, laisser la vapeur sortir, mais si on fait juste fermer le couvercle, ben, on est en train de créer de la pression, puis à un moment donné, le couvercle qui saute. Puis en effet, c'est ça qui se passe. Puis je pense qu'il y a peu de gens en ce moment qui sont dans des leviers, qui ont des leviers de pouvoir ou qui ont un rôle à jouer dans cette situation-là. Il y a toute la partie des États-Unis, des personnes noires, mais également latino-américaines, d'origine arabe et autres, qui vivent ce racisme-là. C'est outre exprimer leur mécontentement, que ce soit sous une forme pacifique, que ce soit sous une forme non pacifique. Moi, je ne suis pas là pour leur dire quoi faire. Je pense que c'est ça leur rôle là-dedans. Après ça, il y a des gens dans des institutions aussi qui doivent prendre des mesures. Puis, pour reprendre l'analogie là, du chaudron, ben, c'est eux qui ont le commutateur là, du rond. C'est eux qui peuvent le mettre à plus chaud, moins chaud, tout ça, ou l'éteindre carrément. Mais l'éteindre, dans certains cas, ça voudrait dire aussi des politiques sociales et économiques radicalement différentes. Puis il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire ça, qui sont prêts à payer le prix du racisme pour maintenir en place un système économique qui est injuste et qui leur bénéficie. Mais moi, je pense que, je vais pas... Dans toutes les luttes ou presque, là, c'est extrêmement rare que j'ai un avis très tranché sur qu'est-ce qui doit être fait comme action, qu'est-ce qui ne peut pas être fait comme action. Moi, je pense qu'en ce moment, même si, bien sûr, il y a sûrement des cas de débordement injustifiés. C'est comme quand on a vu des gens voler des guitares au magasin Steve's dans une manifestation à Montréal récemment. Ouais. En effet, c'est cave, mais je veux dire, c'est quoi la balance de ça dans l'ensemble de la question? Est-ce qu'en en mettant l'accent là-dessus comme individu, si admettons, moi je suis la personne qui regarde les nouvelles et qui s'insurge de ça, est-ce que c'est pas là une façon de ne pas avoir à regarder ma propre participation à ce système de racisme-là? Puis pour moi, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à faire face à leur propre responsabilité, même si elle est petite. Hein. C'est comme quand on dit qu'il y a du racisme systémique au Québec, il y a des gens qui entendent chacun et chacune des Québécois est un raciste comme s'il était un membre du Ku Klux Klan. Alors que c'est pas ça qu'on veut dire par racisme systémique. T'sais. Mais fait, il y a des gens qui, à force, il y a beaucoup d'analogies qui sont sorties, c'est de dire quand on crie, vous nous dites de nous taire ou de nous calmer, mais quand on dit calmement, vous ne nous écoutez pas. Hein, puis ça montre le paradoxe de justement vouloir à tout prix réagir aux actions en tant que telles. Oui, mais les actions en tant que telles, c'est ça vraiment qui est important aussi, ce qui est derrière. T'sais. Bien sûr, là, s'il y avait des assassinats de gens innocents, là, ce serait une autre question. Mais on n'est pas là, c'est des vitres brisées, c'est des feux de commissariat de police ou des voitures. T'sais, dans l'absolu, ben non, on n'aime pas ça voir de la violence, mais c'est parce que ça, c'est un problème qui est visible, le feu de la voiture de police. Le problème qui est invisible là, pour beaucoup de gens, c'est le racisme lui-même. Ils ne sont pas capables de le voir, mais il faut être capable de faire cette connexion-là. Puis moi, je ne vais pas condamner les émeutiers, puis je ne vais pas dire qu'il faut absolument être non-violent. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de faire le pont entre les deux. Dire, ben regardez, s'il y a cette violence-là, moi, je peux vous l'expliquer calmement. Mais je ne vais pas dénoncer ça. Je pense que c'est le rôle qu'on peut avoir. En tout cas, moi, comme intellectuel, puis personne qui a une certaine tribune, aussi modeste soit-elle, c'est ce que j'essaie d'avoir comme message. Ouais, c'est un message qui est risqué, puis c'est facile de tourner en caricature en disant « Mais non, vous êtes pour la violence », puis tout ça. Mais j'assume ce risque-là. Ben moi, déjà là, puis je vais conclure sur ça. Je trouve que ce qui a été
encourageant, optimiste de t'entendre aujourd'hui. C'est comme tu le dis, c'est qu'on est en perpétuelle période d'enseignement, d'apprentissage. Puis de ce que j'entends de toi, c'est que tu as l'air quand même optimiste en étant conscient justement que ça revient un peu à chacun de soi d'être conscient que la société évolue quand même. Tu as l'air optimiste en ce sens-là. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, de voir comment est-ce que la société avance, mais comment chacun de soi, on peut apprendre des événements sans nécessairement se focusser sur l'événement en tant que tel. T'sais. Puis ça, je pense que c'est vraiment une bonne note d'espoir. Là. Ouais. Ah ben, Hey, merci beaucoup, Ludwig. ça me fait plaisir, David. J'apprécie sincèrement ton temps que tu as donné pour nous inspirer pour le nouveau monde. Quoi. Puis on remet ça bientôt. Absolument. Bonne soirée. Ciao.